Devenir comptable en 1 heure. C'est faux. J'abuse un peu. La vérité, c'est que je suis professeur d'économie et que je donne des cours de comptabilité pour les débutants depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Du coup, j'ai rassemblé la plupart des éléments qui posent problème aux débutants comptables et on va les régler ensemble. En gros, dans cette vidéo, je vais te résumer 1 an de comptabilité en 1 heure. Parfait si tu veux te lancer dans les études, réussir une formation ou simplement réviser les bases. Parfait également si tu comptes lancer un business ou bien que tu pratiques l'investissement en bourse. Savoir lire les comptes annuels d'une entreprise, vérifier la croissance des bénéfices, la notion de cash flow, bref, ça va être génial. Super. Je te proposerai également plein de petites fiches mémotechniques et je t'invite à faire des screenshots afin de les utiliser plus tard. Pas pour tricher sous ton banc, hein. Attention, je vous vois là les tricheurs, pas discrets. Je t'ai divisé cette formation en 9 chapitres. Bon, j'aurais bien aimé en faire 10, mais ça tombait sur 9. Écoute, ce sera comme ça. Première étape, c'est quoi la comptabilité? À quoi ça sert et comment ça fonctionne? C'est des chapitres un peu théoriques, donc j'irai rapidement dessus. Mais ça reste essentiel. Chapitre 2, les principales règles juridiques à respecter lorsque l'on veut faire de la comptabilité. Par exemple, tu sais sûrement que la comptabilité est une obligation légale pour toutes les entreprises. Troisième chapitre, comment établir un plan d'amortissement, élément super sous-coté, donc je le mets au début puisque c'est essentiel dès que tu lances un business. En effet, prenons l'exemple d'une voiture à 50 000 € et tu prévois de l'utiliser pendant 5 ans. Au bout des 5 ans, j'ai fort à parier que tu n'auras pas les 50 000 € pour la remplacer. C'est pour ça qu'on fait des tableaux d'amortissement. On va mettre par exemple 10 000 € de côté pendant 5 ans et au bout des 5 ans, on pourra remplacer le véhicule. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on verra ça tout à l'heure. Quatrième chapitre, comment établir un bilan. C'est vraiment le truc de base en comptabilité, super important. On verra comment le lire, comment le faire. On fera même quelques petits exercices. Je te montrerai des résolutions d'exercices classiques que tous les profs mettent aux examens. Chapitre 5, le plan comptable, tout aussi essentiel que le bilan finalement, puisque c'est là-dedans qu'on va ranger nos précieux comptes qu'on utilise dans la comptabilité. Je vais donc t'expliquer compte par compte tout ce que tu dois savoir. Sixième chapitre, on passera sur les comptes en T. On fera aussi des petits exercices puisque c'est souvent là que se situe le problème. Les comptes en T, c'est une schématisation de la comptabilité. On fait ça sur des feuilles avec des petits T comme ça, tu verras. Et ça permet de se rendre compte en fait de ce que fait l'ordinateur quand on travaille directement sur PC. Les comptes en T, c'est vraiment la base, c'est super important quand on débute en comptabilité. Et je vais d'ailleurs te proposer les 5 opérations les plus importantes, les plus courantes en fait qu'on utilise tout le temps, à savoir l'achat, la vente et ce genre de choses et comment les établir. Septième chapitre, on va voir le compte de résultat. C'est une des dernières étapes en comptabilité. On apprend les charges, les produits et à voir combien est-ce qu'on gagne, combien est-ce qu'on a de bénéfices. Et j'en profiterai pour te présenter un exercice récapitulatif sur toute la comptabilité depuis le bilan jusqu'au compte de résultat. Huitième chapitre, c'est le livre-journal, c'est-à-dire un document qui permet de faire la comptabilité en partie double. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. On enregistre les opérations 2 fois, une fois dans le bilan et une fois quotidiennement dans le livre-journal. On en reparle tout à l'heure. Là aussi, je te présenterai un petit exercice récapitulatif afin de voir comment tout fonctionne. Et pour terminer, on aura un 9e chapitre qui n'est autre que la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, extrêmement important également et tu dois l'incorporer, tu dois savoir comment la déclarer et ce genre de choses. Dernière chose, avant de se lancer dans la formation, il ne faut pas t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu n'as pas dû l'entendre souvent celle-là. Le truc, c'est que je fais principalement des vidéos sur la finance, l'investissement en bourse et ce genre de choses. Donc si ce ne sont pas des domaines qui t'intéressent, ben forcément, c'est pas hyper utile de t'abonner puisque je vais plus proposer énormément de contenu sur la comptabilité après cette vidéo. Donc on se quittera probablement à tout jamais après ce doux moment passé ensemble. Mais si jamais l'investissement en bourse c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien tu vas faire un tour sur la chaîne et là tu pourras peut-être t'abonner. En attendant, trêve de blabla, on se lance dans la formation parce que d'ici une petite heure, tu seras un pro de la comptabilité. Chapitre 1, qu'est-ce que c'est la comptabilité? Je te l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une obligation légale pour toutes les entreprises. Elles doivent tenir une comptabilité puisque la comptabilité sert de base pour le calcul des impôts. Donc on ne rigole pas avec ça. La comptabilité, elle a 3 rôles principaux. D'abord, il va falloir savoir compter, analyser et puis communiquer. Compter, on compte les chiffres d'affaires, les bénéfices, les taux de marge, la rentabilité des produits. Il faut évidemment savoir combien est-ce qu'on va gagner et il faut calculer un petit peu tout ça. Ensuite, la comptabilité, elle sert donc d'analyse puisque en analysant mes différents coûts, par exemple, le coût de mes salariés, le coût de mes matières premières, je sais sur quoi je dois agir pour améliorer ma rentabilité et garantir la croissance de mon entreprise.
Suite à ces analyses, eh bien, le comptable il va aller présenter les résultats de tout ça au patron qui va pouvoir prendre des décisions. On parle alors de comptabilité de gestion puisque la comptabilité devient un outil qui aide à la prise de décision. De plus, dans la communication, il y a également les comptes annuels. Ça, c'est surtout pour les entreprises qui entrent en bourse puisque ça permet aux investisseurs d'avoir une vision globale sur la comptabilité de l'entreprise et de savoir dans quoi ils investissent. Deuxièmement, la comptabilité, elle doit s'adapter au secteur d'activité de l'entreprise. Il y en a trois principaux. Tu as des secteurs industriels, donc c'est des entreprises qui travaillent en B2B, business to business. Ça signifie qu'elles vendent non pas à des clients particuliers, mais à des entreprises. Donc la comptabilité sera un petit peu différente. C'est par exemple une société qui va faire des bobines de tôle pour les usines de voitures, par exemple. Deuxième type d'entreprise, il s'agit des entreprises commerciales qui font principalement de l'achat-revente. Donc elles achètent des produits qu'elles n'ont pas forcément fabriqués pour ensuite les revendre à des particuliers. Elles font l'intermédiaire. Par exemple, un magasin Carrefour qui va vendre des jeux vidéo, il y a un rayon souvent jeux vidéo, eh bien ils sont distributeurs. On parle alors d'activité commerciale. Et enfin, troisième grand secteur d'activité, c'est celui des services. Par exemple, une compagnie de taxi ou alors un restaurant. Dans ce cas-là aussi, il y a des règles spécifiques à respecter et donc la comptabilité devra être un petit peu adaptée. Ensuite, la comptabilité, elle peut être un peu différente en fonction de la taille de l'entreprise. Et il y a 4 tailles différentes. D'abord les TPE, très petites entreprises, donc qui ont très peu de travailleurs, un petit garage par exemple indépendant dans un village. Ensuite, tu vas avoir les PME, petites et moyennes entreprises, qui sont souvent des entreprises un petit peu plus grosses et familiales. Ensuite, on a les ETI, entreprises de taille intermédiaire. Là, on est sur des entreprises plus grosses qui fonctionnent sur le plan national par exemple. Et enfin les GE, les entreprises géantes, les grandes entreprises. Là c'est Google, Apple, etc. Et tu l'as compris, on ne gère pas la comptabilité d'un petit restaurant indépendant dans un village comme la comptabilité d'une société comme Apple ou Microsoft. Dernier élément dans ce chapitre, il faut que tu connaisses la différence entre une personne physique et une personne morale. La personne physique, dans une entreprise en personne physique, c'est la personne elle-même qui est responsable de la société à 100%. Dans ce cas-là, les dettes de la société sont également ses dettes puisqu'il n'y a pas de séparation. Quand on a une personne morale, on crée une société, on crée un nouvel être juridique avec sa personnalité juridique propre qui va pouvoir mener ses propres actions. Par exemple, McDonald's, eh bien c'est une entreprise, une personne morale. On dit que c'est une société. McDonald's, il peut être attaqué en justice, et McDonald's, il peut embaucher du personnel, et McDonald's, il peut payer des personnes, il peut acheter des marchandises et faire des contrats. C'est donc une personne morale dissociée de la personne qui la possède. On dit alors que le fondateur, le créateur ou le patron de la société a une responsabilité limitée, qui est limitée à son apport, sauf évidemment s'il fait des choses illégales, alors là, sa responsabilité personnelle sera engagée. Deuxième chapitre, je t'ai dit que j'irais vite sur la théorie, on explore ça un petit peu en surface. Il faut qu'on parle des principales règles juridiques à respecter. Premièrement, chaque entreprise doit tenir une comptabilité, c'est une obligation légale puisque, tu vois le troisième point, la comptabilité, elle sert à payer les impôts notamment, elle sert de base pour calculer les impôts. Et en même temps, la comptabilité, si tu n'en fais pas, dans ce cas-là, tu ne sais pas combien d'argent tu gagnes et tu ne sais pas faire fonctionner ton entreprise correctement. La comptabilité, elle est essentielle. Ensuite, tu peux voir qu'on doit réaliser des inventaires, c'est-à-dire qu'on doit vérifier que la comptabilité théorique qu'on a sur l'ordinateur est également valable dans le monde physique. Pour te donner un exemple, imagine un gros magasin qui vend plein de produits type Carrefour. Eh bien, une fois de temps en temps, il y a des dates légales, il faudra fermer le magasin, on reprend tous les employés et on réalise un inventaire. On vérifie tous les produits qui sont physiquement dans le magasin. Et si dans la comptabilité, il y a écrit qu'on a par exemple 150 bouteilles de vin, et qu'on se rend compte que physiquement, quand on compte les produits, il n'y en a que 145, ça signifie qu'il y a 5 bouteilles de vin qui ont disparu. On va alors enregistrer une démarque. Il y a 2 types de démarques, la démarque connue et la démarque inconnue. La démarque connue, on sait où sont passés les produits. Les 5 bouteilles de vin, elles sont tombées par exemple, elles sont cassées, on le sait et donc on l'enregistre dans la comptabilité. Le deuxième type de démarque, c'est la démarque inconnue. On ne sait pas ce que sont devenues ces bouteilles de vin et donc on peut probablement penser qu'elles ont été volées. Ensuite, il faudra déposer chaque année à la Banque nationale de ton pays les comptes annuels de l'entreprise, c'est-à-dire un récapitulatif de tout ce qui a été réalisé par la société pendant l'année. Et enfin, il faudra compléter toute une série de documents sociaux, notamment si on a des employés. Dernier élément à connaître dans les règles juridiques, chaque opération doit être enregistrée dans la comptabilité sans retard, donc il ne faut pas commencer à l'enregistrer 6 mois plus tard, sans lacune, de manière complète et fidèle, par ordre de date.
Et également, elles doivent s'appuyer sur une pièce justificative, c'est-à-dire un ticket ou une facture, un élément qui permet de prouver l'opération qui est enregistrée. Il faudra numéroter ces pièces justificatives, il faudra les dater et il faudra les conserver pendant 10 ans. Tout ça permet évidemment d'éviter les fraudes. Par exemple, si j'enregistre une vente à 1000 € alors qu'en vérité ça vaut 800 €, je me suis mis 200 € dans la poche, eh bien il faut une pièce justificative. Donc si la facture du client c'est 800 € et que moi j'ai prélevé 1000, ça va forcément se voir dans la comptabilité. Surtout que de nos jours, c'est plus des gens qui vérifient comme ça dans les petits comptes. Non, ce sont des algorithmes et des ordinateurs, des robots. Alors il ne faut pas trop blaguer avec ça. Cela nous amène déjà à notre troisième chapitre où on doit établir un plan d'amortissement. Amortir, c'est constater la perte de valeur d'un actif à durée de vie limitée afin de reconstituer le capital le moment venu. Mon histoire avec la voiture tout à l'heure, j'ai une voiture à 50 000, eh bien je vais mettre 10 000 € de côté par an dans un petit compte d'amortissement afin de pouvoir remplacer cette voiture le moment venu. C'est un élément super important. C'est une des principales causes de faillite pour les petites entreprises. Le mec, il va ouvrir une boulangerie, il va acheter un pétrin, un four à 20 000 €, il va acheter une caisse, il va acheter un comptoir, enfin bref, il va faire plein d'investissements. Il lance sa boulangerie, tout se passe bien. Et 5 ans ou 10 ans plus tard, s'il n'a pas fait de plan d'amortissement, eh bien, au moment où il faut changer le matériel, les machines qui coûtent 20 000, 30 000 € là, eh bien, il n'a pas l'argent. Donc, il doit se mettre en faillite. Bref, amortir, c'est super important. Et donc, il y a deux méthodes pour le faire. La première, c'est la méthode linéaire. C'est celle que je t'ai présentée. 50 000 € divisé par 5 ans, ça fait 10 000 € par an. C'est très facile. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle ne prend pas en compte le fait qu'un bien perd plus de valeur au début de sa vie. Par exemple, ma voiture à 50 000, après un an, elle vaut déjà peut-être plus que 35 000. Donc, un bien perd plus de valeur au début de sa vie, une fois qu'il n'est plus neuf, et il ne perd pas de la valeur normalement de manière linéaire tout le temps. Donc ce calcul, il n'est pas tout à fait exact. Et le problème, c'est que si ta voiture, elle casse après 2 ou 3 ans, eh bien tu n'auras pas suffisamment amorti, tu n'auras pas mis suffisamment de côté pour la remplacer. Donc retiens que méthode linéaire, c'est quand on ne veut pas se casser la tête et qu'on a un petit business, mais souvent on va partir sur du dégressif que je vais t'expliquer maintenant dans les chiffres. Je reprends mon exemple de voiture à 50 000 € qui va être utilisée. On a une durée de vie estimée de 5 ans. Et on a ici des données. Tu peux voir, je vais te montrer, qu'on met les années dans la première colonne, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a la VNC, c'est la valeur nette comptable au 1er janvier. Ça, je ne l'ai pas dit, la comptabilité, on travaille sur des exercices comptables. Un exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Donc, c'est une année civile complète. La valeur nette comptable, c'est la valeur de la voiture le 1er janvier pour la nouvelle année. Donc là, on vient de l'acheter, elle vaut 50 000. On a ensuite la dotation. Dotation, c'est le montant qu'on va mettre de côté chaque année afin de remplacer le bien à l'échéance. Donc ici, c'est 10 000. Puisqu'on divise 50 000 par 5, ça fait 10 000 €. L'amortissement cumulé, c'est ce qu'on a mis de côté jusqu'à présent. Donc là, on est à 10 000 puisque c'est la première année. Et la valeur résiduelle au 31 du 12, en fin d'exercice comptable, c'est la valeur qui nous reste à payer. On est donc ici sur 40 000 puisque j'ai mis une fois 10 000 € de côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai un plus ici, il n'y a rien à faire là. Alors, deuxième année, je n'ai plus 50 000, ma voiture elle vaut maintenant 40 000 €. Il y a une dotation de 10 000 € comme chaque année. On a mis de côté au cumul 20 000, donc 10 000 plus 10 000, et il reste en valeur résiduelle 30 000 à payer. La troisième année, on repart de 30 000, donc tu rapportes ce montant, on repart de 30 000 et on recotise 10 000. On a donc au cumul 30 000 et il reste 20 000 à payer. La quatrième année, il me reste 20 000, je mets 10 000 de côté, 40 000 de cumul, il reste 10 000 à payer. La cinquième et dernière année, ça tombe juste, il me reste 10 000 de valeur pour ma voiture, il y a 10 000 de dotation, 50 000 € d'amortissement cumulé, donc c'est la valeur de mon véhicule, je pourrais normalement le remplacer maintenant, et la valeur résiduelle, il n'y a plus rien, notre tableau tombe juste. Ça d'ailleurs, c'est formidable en comptabilité puisque tu peux facilement voir si tu as bon ou mauvais car les tableaux et les chiffres sont censés tomber juste. Alors il y a d'autres choses qu'on peut amortir, certains matériels, des outils, des machines ou pourquoi pas des brevets, tout ça peut être amorti. Et dans ce cas-là, on pourra amortir peut-être sur 8 ans ou sur 10 ans. C'est pas plus compliqué. Sur 10 ans, on divise par 10, donc on va avoir un taux d'amortissement de 10%. Ici, c'était 20%, on divisait par 5. Si j'ai 8 ans, je vais diviser par 8, ça fait 12,5% de taux d'amortissement. J'espère que tu vois où je veux en venir.
On passe sur la deuxième méthode directement avec les amortissements dégressifs. Ici, on a un bien qui est acquis pour 2 500 € sur 5 ans. Donc en linéaire, on diviserait par 5 et on mettrait 500 € de côté. La règle que tu dois retenir, c'est qu'on va doubler la dotation linéaire jusqu'à arriver à la dotation linéaire. Donc ici, j'ai de nouveau un tableau avec 5 ans, tu vois ici, et je commence avec 2 500 €, c'est la valeur de mon bien. Je fais une dotation de 500 €, donc je divise par 5, ça fait 500 €, dotation linéaire, qu'on va doubler, tu vois, on double la dotation linéaire, donc je la double et au lieu d'être à 500, je suis à 1000. J'ai un amortissement cumulé de 1000 € et une valeur de 1500. 2500 moins 1000 € donne 1500. La deuxième année, je repars de mes 1500 et je divise par 5, ça fait 300 € que je vais de nouveau doubler, ça fait 600. Amortissement cumulé, c'est 1000 plus 600, ça donne 1600 € et il reste 900 € à payer. Je repars de mes 900 € que je divise par 5, ça fait 180 €, multiplié par 2, on double, ça fait 360. 360 est inférieur à 500, c'était ma dotation linéaire de départ, donc je n'écris pas 360 et je repars sur du 500. Tu vois, ici, je mets la dotation linéaire, on repart sur du 500. On double la dotation jusqu'à arriver au linéaire. Je suis arrivé en dessous du linéaire, les 500 de départ, donc je note 500. 1600 plus 500, ça fait 2100. Il reste 400 à payer. Je reporte 400, dotation de 400 puisqu'il reste que 400 à payer. Sinon, j'aurais mis 500. J'arrive à 2500 et mon tableau est terminé. On arrive déjà sur le chapitre 4 et on va analyser le bilan d'entreprise. Donc, je sais faire un tableau d'amortissement. C'était vraiment une compétence de base que j'avais envie de mettre en premier parce que c'est extrêmement sous-coté. Et on part ici sur le bilan. Tu vois qu'on a deux colonnes. À gauche, c'est l'actif. À droite, c'est le passif. Les actifs représentent les emplois de l'entreprise, les utilisations. D'accord? Par exemple, tu vois qu'il y a un compte ici stock, un compte de stock. Donc, j'ai acheté des matières qui sont mises en stock. J'ai utilisé l'argent. De l'autre côté, les capitaux propres et les dettes, ce sont les passifs, c'est-à-dire les ressources de l'entreprise. D'où vient l'argent? La règle à retenir, c'est que actif égale passif à la fin. Pourquoi? Parce que les utilisations viennent bien de quelque part. Quand j'ai de l'argent, il vient de quelque part. Et l'argent qui vient de quelque part, quand je le gagne, il faut bien que je le place à un endroit. Si je n'en fais rien, l'argent, je vais le mettre sur un compte bancaire. Il ira donc dans un compte banque et ici dans les valeurs disponibles. Pour en reparler justement des comptes du bilan, tu vois qu'il y a 4 catégories. Donc j'ai actif, passif et puis il y a 4 grosses catégories. D'abord les actifs immobilisés, c'est ceux qui vont rester très longtemps dans l'entreprise. Par exemple, les immobilisations corporelles, on pourra mettre dedans un bâtiment ou une construction qu'on va garder longtemps. On n'est pas dans l'achat-revente de construction si on a une société de peinture par exemple. On va rester sur cet exemple de peinture. Immobilisation incorporelle, donc c'est immobilisé, ça va rester longtemps dans l'entreprise. Ça peut être des brevets ou des droits d'auteur, des utilisations de ce genre-là. Ensuite, on a les immobilisations financières. Là, on va avoir par exemple des actions d'entreprise ou des placements financiers qui vont rester encore une fois longtemps dans l'entreprise. Deuxième catégorie d'actifs, ce sont les actifs circulants. Tu vas d'abord trouver les stocks, donc ça je ne te fais pas un dessin. Ensuite, on a les créances. Les créances, c'est quand les gens te doivent de l'argent. Les dettes, c'est bien connu, on doit de l'argent à quelqu'un. Eh bien, une créance, c'est l'inverse, c'est quand quelqu'un te doit de l'argent. Toi, tu auras généralement une dette envers un fournisseur, tu dois de l'argent au fournisseur et les clients, tu as une créance envers eux parce qu'eux ont une dette envers toi, ils te doivent de l'argent. Donc, une créance à plus d'1 an, d'accord, si quelqu'un me doit de l'argent sur 2, 3, 5 ans et les créances à moins d'1 an, si quelqu'un me doit de l'argent à court terme. Et enfin, on a les valeurs disponibles avec par exemple le compte bancaire où je reçois mes sous et le compte de caisse avec la caisse du magasin où on fait l'échange. On passe sur les passifs avec les capitaux propres. Donc là, on a principalement le capital de l'entreprise, ce qu'elle possède, et ensuite les réserves légales. Tu dois savoir qu'une entreprise est légalement obligée de mettre une partie de ses revenus, de ses bénéfices en réserve en cas de coup dur. Deuxième catégorie de passifs, ce sont les dettes. On a les dettes à plus d'1 an. Donc, je dois de l'argent, par exemple, à une société bancaire. J'ai fait un emprunt. Je dois de l'argent sur 10 ans. Eh bien, je vais le mettre dans les dettes à plus d'1 an. Ensuite, on a les dettes à 1 an au plus. Pourquoi ça ne s'appelle pas les dettes à moins d'1 an? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Les dettes à 1 an au plus, donc c'est les dettes à court terme. Tu vas surtout avoir des dettes envers les fournisseurs.
Parce qu'en comptabilité, on ne paye pas forcément le fournisseur directement. Ce n'est pas comme dans la vie d'un particulier. Si moi je vais au magasin acheter du poisson, eh bien je le paye tout de suite, sinon le vendeur ne va pas être content. Dans le cas d'une entreprise, c'est différent. Un restaurant, par exemple, va aller commander et acheter du poisson. Il prend tout le poisson dans son restaurant et il ne le paye pas. Il va le payer peut-être dans 30 jours ou dans 60 jours. Ce qui va lui permettre de faire de la cuisine, de vendre des menus avec son poisson, de le rentabiliser et une fois qu'il a l'argent des ventes de poissons, eh bien il va rembourser son fournisseur de poissons. J'espère que tu me suis. Dans ce cas-là, on va très régulièrement utiliser les dettes à 1 an au plus. Et enfin, on a les dettes commerciales qu'on peut utiliser aussi. Donc ça, c'est le schéma de base et on fera des exercices tout à l'heure. Mais il y a une dernière chose à savoir avant de quitter cet écran, c'est que les actifs sont rangés, d'accord? La colonne d'actifs est rangée par ordre de liquidité. Plus un actif est liquide, plus il sera bas dans la colonne. La liquidité, c'est la facilité avec laquelle on peut transformer un actif en argent. Par exemple, ici, j'ai un brevet sur ma marque de vêtements de sport. Eh bien, c'est très difficile à transformer en argent puisque ce droit de propriété ne peut pas se vendre. Ou si je le vends, je peux presque fermer boutique. Donc, c'est compliqué. Ensuite, les immobilisations corporelles, un bâtiment, lui aussi, est peu liquide parce que je ne peux pas vendre mon usine ou mon bâtiment facilement. Et si je descends, j'ai par exemple des stocks. Tu vois, ils sont dans les actifs circulants, ils circulent, ils vont beaucoup plus facilement être liquides, je peux plus facilement transformer ça en argent. Je descends, j'ai des créances, donc on me doit de l'argent, là aussi ça se transforme facilement en argent liquide. Et tout en bas, on a les valeurs disponibles et tout en bas des valeurs disponibles, on va avoir la caisse, d'accord? La caisse avec l'argent liquide directement. Donc ça, il n'y a pas besoin de le transformer, c'est le plus liquide des actifs. Pour ce qui est de la colonne des passifs, on les trie par ordre d'exigibilité. L'exigibilité des dettes. Plus la dette elle est pressante, elle est urgente à rembourser, plus elle sera bas dans le classement. C'est pour ça que tout en haut, j'ai le capital et les réserves de mon entreprise et en bas, j'ai les dettes commerciales, les dettes à très court terme qui sont à payer dans une semaine, dans un jour. Plus la dette est à rembourser rapidement, plus elle sera bas dans le classement. Ici, je te montre rapidement un schéma légal du bilan. Donc, comment ça se présente dans la pratique? On va avoir ici les actifs immobilisés, les capitaux propres, les dettes et les actifs circulants. Tu vois qu'ils sont triés comme je te l'ai expliqué. On a les frais d'établissement, donc ça c'est pour la création d'entreprise, les IMO incorporels, les IMO corporels, les IMO financières. Tu retrouves les principaux titres que je t'ai présentés. Après, il y a évidemment des sous-catégories. Quand on a besoin d'un compte, on va ouvrir une sous-catégorie, mais ça, on en reparle tout à l'heure. Par exemple, ici, dans les immobilisations corporelles, eh bien, on a les terrains, les constructions qui sont dans une catégorie, puis on va avoir les installations, les machines, les outils, et enfin, le mobilier et le matériel roulant. Ça va être des étagères et ça va être des voitures, par exemple, ou des camionnettes. Faisons un petit exercice pour récapituler tout ça. Vous êtes employé par un nouveau magasin de vêtements qui est très à la mode en ville. Voici sa situation. On a un magasin, showroom et atelier, on a des factures à payer, le contenu de la caisse, etc. Tu vois que quand je reçois des factures, quand je reçois des documents comptables, eh bien forcément, ils ne sont pas triés avec le nom du bon compte. Donc, c'est à toi de le retrouver. Je vais te montrer 2-3 exemples. Le magasin, par exemple, à 135 000 €, eh bien, c'est un actif immobilisé, catégorie immobilisé. Je vais donc sur mon bilan qui est ici et mon actif immobilisé, 221 constructions, ça on ira voir les comptes après, à 135 000 €. Ensuite, on me dit qu'il y a des factures à payer au fournisseur. Donc ça, c'est une dette. Le fournisseur, je lui dois de l'argent. L'échéance, c'est 30 jours, donc je dois payer sous 30 jours. 84 000 € de dettes aux fournisseurs qui sont donc des dettes ici à court terme. 440 fournisseurs, 84 000 €. Ensuite, on dit qu'on a la caisse avec 3 000 €. Donc là, on a un compte caisse 500 avec 3 000 €. On a ensuite les vêtements en magasin, 120 000 €. Donc ça, ce sont nos marchandises. Les vêtements en magasin, ils vont dans le stock, 340 marchandises, 120 000 €, etc., etc. On ne va pas tout faire ici, c'est pour te donner une idée, un aperçu. Très important, à la fin, on a actif égale passif. En tout cas, en théorie, ça fonctionne comme ça. Et donc, dans les exercices, tu peux vérifier que tu as tout ce qui est du bon côté. Il faut savoir qu'en comptabilité, il n'y a pas forcément beaucoup de mathématiques. D'un point de vue calcul, ce n'est pas très compliqué, c'est des additions et des multiplications. Le souci, c'est qu'on a des exercices en cascade. Si tu fais une erreur dans cette liste,
tout ton tableau est mauvais et les erreurs en comptabilité se payent cash. Si ton patron il y a 12 000 € d'écart, il va pas être très content. Bref, pour que tout ça soit plus clair, on va passer sur le chapitre 5 avec le fameux plan comptable. C'est le document où on range tous les comptes et c'est là que tu pourras faire une petite capture d'écran si tu veux, puisque je suis assez fier, j'ai réussi à faire tenir tout le plan comptable sur 2 pages avec seulement les comptes principaux bien entendu. Je vais te chercher ça. Alors, voici la bête. Donc, tu peux voir au début que ça fait un petit peu peur, mais c'est pas très compliqué. Nous avons 5 classes. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 classes principales. Il y a ensuite 2 classes derrière que je vais te présenter tout à l'heure. Donc, il y a 7 classes en tout. La première classe, ce sont les fonds propres et les dettes à plus d'1 an. Donc, tu as tous les comptes qui sont ici. Dans la classe 2, on va retrouver les frais d'établissement, les immobilisés et les créances à plus d'1 an. Tu peux voir ici qu'on retrouve les comptes dont on a parlé tout à l'heure. Il y a la catégorie avec les frais d'établissement et les immobilisations incorporelles. On a ensuite les immobilisations corporelles avec les terrains, les constructions. On a l'installation, les machines, le mobilier, les voitures, le matériel roulant. On a ensuite les immolocations et puis les immobilisations financières dont on a parlé tout à l'heure. Tu vois que tous les comptes d'une classe, par exemple ici la classe 2, commencent par le chiffre 2. On a des comptes principaux, donc le compte principal ici par exemple c'est 22, terrain et construction, 2 parce que c'est la classe 2 et 22 parce que c'est le compte 2 de la classe 2. J'espère que c'est clair. Dans ce compte, on va ensuite rajouter un troisième chiffre, 220 terrain et 221 construction. Donc ça c'est les 2 comptes divisionnaires qui divisent le compte terrain et construction. Dans ces comptes divisionnaires, on peut mettre des comptes subdivisionnaires, donc encore des sous-comptes. Il y a la valeur d'acquisition, donc c'est combien on l'a payé. Les fameux amortissements dont on a parlé en début de vidéo, ils sont ici en 22,19. Donc ça ne se lit pas 2219, ça se lit 22,19 puisque c'est la classe 2. Le 22 puisqu'on est dans terrain et construction, le 22,19 parce qu'on est au 19e compte subdivisionnaire dans les sous-comptes. Tu crées autant de sous-comptes en fait que tu as besoin. Par exemple, dans le compte matériel roulant, donc mobilier et matériel roulant, c'est le 24. On a le 240 mobilier et matériel de bureau et le 241 matériel roulant. Dans le 241.1, on pourra mettre par exemple une BMW. Dans le 241.2, on mettra l'Audi. Dans le 241.3, on mettra la camionnette, etc., etc. Ok, on passe dans la troisième classe qui s'appelle la classe des stocks, avec les matières premières, les fournitures, les encours de fabrication, les produits finis, les marchandises, les immeubles à vendre pour certaines sociétés, les acomptes. Donc ça, c'est quand on paye une partie du montant avant de payer le total plus tard, on verse un acompte. Et enfin, les commandes en cours d'exécution. Donc tout ça, c'est considéré comme des stocks. Par exemple, tu as un stock de fournitures, donc ça ce sont les bics, les fardes, les cahiers, les classeurs qu'on va utiliser dans l'administration par exemple. Donc ça c'est pas destiné à être vendu, c'est utilisé dans l'entreprise. Tu as ensuite les stocks de matières premières, par exemple du métal pour faire des voitures. On a des bobines de métal qui sont gardées en stock pour être utilisées plus tard. Et ensuite, on a les encours de fabrication. Donc ça, c'est des stocks de voitures pour rester dans cet exemple qui ne sont pas finis, qui ne sont pas prêtes à être vendues. On appelle ça des encours de fabrication. Puis, j'ai mon stock de produits finis. Donc ça, c'est des voitures terminées. Donc tu as des grands champs de voitures. Tu as sûrement déjà vu des parkings avec plein de voitures dedans qui sont prêtes à être vendues. On enregistre ça dans les produits finis. Et ensuite, j'ai le 34, marchandises. Là, c'est les marchandises à vendre. Par exemple, j'ai une entreprise de peinture, j'ai acheté des pots de peinture que je vais revendre directement sans transformation. Eh bien, je vais classifier ça, enregistrer ça dans les marchandises, les stocks de marchandises. On passe dans la classe 4, créances et dettes à 1 an au plus. Et on commence avec les créances commerciales. Donc là, j'ai les clients qui me doivent de l'argent. Tu as le compte ici, très important, 400 clients. Les clients me doivent de l'argent. J'ai ensuite les autres créances, par exemple la TVA à récupérer, mais ça on en reparlera dans le chapitre sur la TVA. Les dettes à plus d'1 an échéant dans l'année. Ça c'est un compte un peu spécial puisque les dettes à plus d'1 an, elles sont ici en classe 1. D'accord? En passif, classe 1, dette à plus d'1 an. Par exemple, j'ai un crédit, tu vois ici, le compte établissement de crédit, donc une société, une entreprise bancaire. J'ai une banque où j'ai un crédit sur 15 ans. Eh bien, il va être noté ici. Quand ce crédit sur 15 ans arrive dans la dernière année, donc la 15e année, c'est plus une dette à long terme puisqu'il faut la rembourser cette année-ci. Et donc, on va transférer ce compte établissement de crédit dans le compte, je l'ai perdu,
42, dette à plus d'1 an échéant dans l'année en cours. Après, j'ai des dettes financières auprès d'établissements de crédit, j'ai des dettes commerciales, j'ai des dettes fiscales au niveau des impôts. On retrouve un compte de TVA, le compte ONSS, les précomptes, tout ça on va en reparler tout à l'heure. La rémunération de mes employés, tout ça, ça vient des dettes salariales, les acomptes sur commande, etc., etc. On va en reparler tout à l'heure, tu verras que c'est en fait à l'usage. À force d'utiliser les comptes, tu sais où ils se trouvent dans le plan comptable et tu les retrouves facilement. Ce document, c'est vraiment la Bible du comptable. C'est extrêmement important. J'ai une 5e classe qui s'appelle les valeurs disponibles. Dans les valeurs disponibles, donc les actifs les plus liquides, je vais retrouver les titres à revenu fixe, je vais retrouver les dépôts à terme en banque à plus d'1 an, à moins d'1 an, je vais retrouver les établissements de crédit avec mes comptes bancaires. Tu peux avoir plusieurs comptes bancaires dans plusieurs banques différentes, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Tu as les banques Poste et enfin le compte de caisse ici, caisse espèce où j'ai carrément l'argent liquide en caisse. Je vais enlever ma tête si jamais tu veux faire la petite capture d'écran, donc c'est le moment, fais-toi plaisir. Et en même temps, j'en profite pour te poser une question. Dans tout ce bazar, où se situent les comptes d'actifs et où se situent les comptes de passifs? Eh bien, c'est très simple. Il y a une technique que je vais te dévoiler qui permet de facilement savoir si un compte est en actif ou en passif. C'est une technique un peu plus à retenir, mais bon, c'est très simple. Les passifs, ils sont là dans la classe 1 et la moitié de la classe 4. D'accord? Je te remontre la classe 1. Je vais peut-être l'encadrer si je fais un peu de montage après. D'ailleurs, je vais faire ça. Je vais t'encadrer donc la classe 1 qui est pour les passifs et la moitié de la classe 4, ça commence au niveau des dettes. Donc les dettes de la classe 4 sont des passifs. Si tu retiens ça, tu sais que par logique, le reste par élimination sont tous dans les actifs. On passe sur la deuxième partie du plan comptable, mais on y reviendra surtout tout à l'heure. Il s'agit des classes 6 et 7, c'est la même logique. Et on a dans les classes 6 les charges, donc tout ce qu'on doit payer, et les produits, c'est tout ce qu'on va gagner avec le chiffre d'affaires, etc. Mais c'est surtout dans le chapitre compte de résultats, donc on en reparle tout à l'heure. Chapitre 5 est terminé. Parfois, on présente le plan comptable sous forme de liste, donc une liste un peu interminable, ou alors un petit cahier, d'accord, avec plein de pages. Moi, je préfère faire un tableau, c'est beaucoup plus clair, je trouve, sur 2 pages comme ça, avec les comptes principaux. Il y a d'autres sous-comptes que je ne t'ai pas proposés, mais c'est pas très grave puisque tu as les idées principales, les comptes principaux. Si tu as la logique comptable et que tu sais comment ça fonctionne, tu sauras retrouver les comptes tout seul à la fin de cette vidéo. 6e chapitre, on arrive enfin sur les comptes en T et c'est probablement la partie qui va en aider le plus parmi vous. Je te montre ça juste ici, je ne vois rien. Donc, nous avons la méthode des bilans successifs avec ici un compte espèce à 37 500 et un capital à 37 500. Le total du bilan est OK. Quand on a une nouvelle opération, par exemple ici, opération 1, achat d'une machine à crédit pour 14 500. On l'achète à crédit auprès du fournisseur. Donc, on enregistre, on ajoute un compte 440 fournisseurs, 14 500 €. Et en caisse espèce, on avait donc 37 500, ça reste pareil. Et on ajoute un compte machine 230 à 14 500 €. Pourquoi un compte machine 230? Eh bien, si tu viens ici dans le plan comptable, on est sur un immobilisé, une machine, une immobilisation corporelle. Je vais donc en classe 2, je cherche le compte machine. Tu vois ici 230, donc 23, installation machine et outillage. Donc en 230, on aura ici le compte machine. Pour ce qui est du compte fournisseur, on part en 440. Fournisseur, donc c'est un compte de dette commerciale, c'est lui qu'on doit utiliser. Là, il y a un petit peu une astuce puisqu'il s'agit en comptabilité de théorie cachée. C'est ce que j'aime bien dire aux élèves, c'est de la théorie cachée, ça veut dire que tu dois savoir en fait à peu près par cœur que lorsqu'on achète une machine, on la paye à un fournisseur. Et donc il faudra utiliser le compte machine d'une part et le compte fournisseur d'autre part. Ça c'est entre guillemets à savoir. C'est bien de comprendre, mais il faut retenir par cœur quel compte utiliser. De retour sur notre méthode des bilans successifs, donc une autre opération par exemple, ça va être l'ouverture d'un compte en banque et versement de 10 000 € en caisse. Tu te demandes quels comptes vont bouger. C'est dans l'énoncé. Il y a le compte banque, donc ça ce sera 550 et le compte caisse, c'est celui-ci 57, caisse espèce à 27 500. Donc, j'ai l'ouverture d'un compte en banque et je verse 10 000 € de la caisse. Donc, le compte banque, il va augmenter puisque je vais rajouter de l'argent dessus et le compte caisse, il va diminuer puisque je prends 10 000 € de la caisse pour le mettre dans la banque. Donc, mon compte caisse qui était à 37 500, il va passer ici à 27 500. J'ai enlevé
10 000 euros que j'ajoute dans un compte banque 550 banque 10 000 euros. Attention, on range les comptes par ordre de numéro. Donc 230, 550 et ici la caisse. Je ne vais pas mettre le 550 ici derrière, ça n'a pas de sens. Il faut que tu fasses ça dans le bon ordre. C'est important pour la personne qui corrige et puis c'est important pour soi-même au niveau de l'optimisation, de l'ergonomie. Il faut que tu puisses t'y retrouver. Une troisième opération, donc opération 3, paiement d'une facture au fournisseur pour 7 500 euros en espèces. Tu repères le petit en espèces, donc je vais payer qui? Le fournisseur. En espèces, donc quels sont les comptes qui vont bouger? Le compte caisse espèces et le compte fournisseur. Donc je paye le fournisseur, on va passer de 14 500 à 7 000 puisque je le paye 7 500. Le compte 440 fournisseur, c'est une dette, je lui dois de l'argent. Donc ici, ma dette diminue, on passe de 14 500 à 7 000. Il faut vraiment réfléchir comme ça. De l'autre côté, ma caisse où j'avais 27 500 ici, passe à 20 000 puisque j'ai diminué la caisse de 7 500 et que j'ai payé en espèces le fournisseur. On se retrouve avec un total du bilan à 44 500. Il y a encore d'autres exemples, l'achat de marchandises pour 4 000 euros à un fournisseur en espèces. Encore une fois, j'achète des marchandises à qui? Au fournisseur. Je paye en espèces, donc le compte espèces qui va être modifié. Je paye 4 000, donc on passe de 20 000 en espèces à 16 000. Et j'achète des marchandises. Donc mon compte de marchandises, il augmente, d'accord? Il augmente de 4 000 puisque j'ai acheté 4 000 euros de marchandises qui sont maintenant en ma possession. Pourquoi je ne modifie pas le compte fournisseur? Parce que ça, c'est une dette au fournisseur. Et ici, il n'y a pas de dette puisque je le paye directement en cash via la caisse. Si j'avais pris un crédit chez le fournisseur, que j'achète 4 000 euros de marchandises et que je la paierai plus tard, dans ce cas-là, on l'enregistre en compte fournisseur. On serait passé ici à 11 000 et dans une autre opération, j'aurais remboursé le fournisseur avec la banque ou la caisse par exemple. Ici, on saute cette étape. Cinquième opération, une vente de marchandises pour 2 500 euros au client. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Quels comptes vont bouger? Le compte client, c'est marqué là, et le compte vente de marchandises. Donc, les marchandises, elles sont où? Elles sont en stock. Mon stock qui valait, attention, 4 000, j'ai vendu 2 500, donc mon stock ne vaut plus que 1 500. Qui est-ce qui a acheté ça? C'est le client. Le client, on a une créance envers lui, il nous doit de l'argent. Le client a une dette envers moi, j'ai une créance envers lui. Et donc, je vais ouvrir un compte 400 clients à court terme avec 2 500 euros. Tu vois que chaque opération se pondère, qu'il y a un équivalent à chaque fois dans un autre compte. Et enfin, on va en faire une dernière, l'opération 6. Une opération un petit peu plus complexe. Ici, j'ai l'achat d'étagères pour le magasin, payé par virement, puis réalisation d'un emprunt de 100 000 euros dans une nouvelle banque. Donc tout ça t'arrive en même temps. Quels comptes vont bouger? Tout d'abord, j'achète des étagères. Donc ça va être le compte mobilier 240 pour 900 euros. Ils sont là. J'achète les étagères. Elles sont payées par virement. Donc virement bancaire, c'est mon compte banque ici où il y avait 10 000 qui va diminuer de 900 euros. Il reste 9 100 euros. J'ai ensuite fait un emprunt dans une nouvelle banque. On ne sait pas pourquoi ici. Et cet emprunt, il se trouve ici, 100 000 euros d'emprunt que j'ai gagné. Il est dans ma banque B, puisque c'est une nouvelle banque. Et cet emprunt, il se retrouve de l'autre côté en 17.3 établissement de crédit auprès d'une banque. J'ai 100 000 euros d'emprunt, les deux se compensent. Et un total bilan, 144 500 de chaque côté. Tu l'as compris, la méthode ici des bilans successifs, elle fonctionne, mais c'est assez exigeant. Il y a beaucoup de travail à fournir. Il faut à chaque fois refaire un tableau, tout réécrire. Ici, c'est moi qui te montre, mais normalement, il faut tout réécrire soi-même. Donc, on a essayé de trouver des techniques qui sont plus efficaces et plus simples à court terme. Il s'agit forcément des comptes en T. Un compte en T, ça ressemble à ça. Donc, on fait un petit tableau avec à gauche le débit et à droite le crédit. Les comptes d'actifs augmente à gauche et diminue à droite. Les comptes de passifs diminuent à gauche et augmentent à droite. C'est le moment de faire un petit screenshot puisque ça, il faut vraiment le retenir. C'est une règle essentielle dans ton travail en comptabilité. De cette manière, je vais pouvoir ouvrir un compte, par exemple mobilier, que je vais noter ici à la place de actif. J'écris ici 240 mobilier. S'il augmente, je vais le noter ici. S'il diminue, je vais le noter ici. Et à la fin, après un mois,
3 mois, voire presque toute l'année, eh bien je solde mon compte, on va le faire ensemble après, et je peux voir où j'en suis. C'est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple que de faire à chaque fois un nouveau bilan complet et la méthode des bilans successifs qui est un petit peu obsolète. La première étape quand on travaille dans un exercice de comptabilité, la première chose à faire, c'est l'ouverture des comptes. C'est l'opération de base. Donc je reçois ici un bilan tout frais avec 240 matériels de bureau, 15 000 euros, la banque, la caisse, capital, établissement de crédit, donc une banque à long terme et un fournisseur. J'ai tout ce petit bilan qui m'est fourni. Et l'exercice, la première étape, c'est d'ouvrir les comptes. On est en début d'année et il faut commencer à ouvrir les comptes en T pour après travailler dedans. Ce que je te conseille, et c'est ce que je fais ici, c'est de numéroter les opérations. C'est très important. Ici, j'ai mis un petit 0 puisque c'est l'opération 0. J'ouvre mes comptes et ensuite, je vais travailler dedans. Chaque opération est numérotée. Comme ça, si jamais il y a un souci, que tu dois revérifier quelque chose, il suffit de te référer au numéro que tu as utilisé. Donc, mon compte 240 matériel de bureau, 15 000 euros, il va se noter ici dans un petit compte en T. 15 000 euros à gauche, opération 0. Pourquoi à gauche? Parce qu'un compte d'actifs, c'est la règle, il augmente à gauche, il diminue à droite. Donc là, j'ouvre un compte, il n'y a rien dedans et je rajoute 15 000 euros, je l'écris à gauche. Un compte banque, 10 000 euros, je crée mon compte, 10 000 euros à gauche. Un compte d'espèces, 25 000 euros, j'ouvre mon compte espèces et j'ajoute 25 000 euros. Quand on ouvre des comptes d'actifs, ça s'écrit toujours à gauche. Du côté des passifs maintenant, on les met à droite. Généralement, tu travailles comme ça. Une colonne à gauche pour les actifs, une colonne à droite pour les passifs. On ne mélange pas tous les comptes n'importe comment, n'est-ce pas? Pense à la personne qui corrige aussi ton travail et puis pense à toi pour ta propre ergonomie et ta facilité. Là, ça me stresse parce que c'est en rouge. Donc, au niveau des passifs, j'ai ici 40 000 euros de capital. J'ouvre un compte capital, 40 000 euros à droite. Pourquoi à droite? Parce que les comptes de passifs augmentent à droite et diminuent à gauche. Ensuite, j'ai un compte établissement de crédit avec 8 000 euros, ça se note ici à droite. Un compte fournisseur avec 2 000 euros, ça se note ici à droite. Voilà ce que ça donne pour l'opération numéro 1, l'opération même numéro 0, c'est l'ouverture des comptes. Une fois que mes comptes sont ouverts, opération 0, il va y avoir des modifications. C'est comme ça que ça se passe. Si jamais j'ai l'augmentation d'un compte, par exemple l'entreprise achète du matériel de bureau à crédit auprès d'un fournisseur pour 3 000 euros, auprès du fournisseur, c'est noté Ikea. Admettons. J'ouvre deux comptes. Premier compte, matériel de bureau. C'est noté là. J'ouvre matériel de bureau. Ici, c'est pareil. Auprès d'un fournisseur, donc il me faudra un compte fournisseur. Le compte matériel de bureau est augmenté. J'ai plus de matériel de bureau qu'avant. Donc, je l'écris à gauche, n'est-ce pas? Un compte matériel de bureau qui augmente à gauche. Et le compte fournisseur, il compense, c'est écrit à droite. C'est pour ça que les comptes d'actifs et de passifs fonctionnent de manière inversée. C'est pour que à chaque fois, les opérations actifs et les opérations passifs se compensent. Deuxième exemple, si maintenant j'ai la diminution d'un compte, donc j'ai mon compte banque ici et un compte fournisseur. L'entreprise paye un fournisseur par virement bancaire 1 000 euros, enregistré dans les comptes. Donc ma banque, il y avait déjà 10 000 euros dedans, à gauche, puisqu'un actif augmente à gauche, et je vais la diminuer de 1 000 euros. Tu me suis? Donc il restera 9 000. Je réduis ma dette au fournisseur de 1 000 euros. Donc ça s'écrit à gauche. Maintenant, une opération complexe. Ici, il y a plus que deux comptes qui entrent en jeu. L'entreprise achète du matériel de bureau pour 2 500 euros. Donc déjà, compte matériel de bureau. Elle paye 1 200 euros par chèque et le fournisseur lui fait un crédit pour le reste de la somme. Donc je lui paye une sorte d'acompte, 1 250 euros par chèque et ensuite je repaierai le reste plus tard. J'ai donc trois comptes. Un compte matériel de bureau qui va augmenter à gauche, c'est un compte d'actifs. Un compte fournisseur qui est passif et un compte banque qui est actif. La banque, elle diminue à droite de 1 250, donc mon compte en banque diminue puisque je paye. Et ma dette au fournisseur, elle augmente à droite puisque c'est un compte de passif et elle augmente de 1 250. Je te remontre la croix comptable, elle s'est barrée, elle est ici. Donc la croix comptable, un compte d'actifs augmente à gauche, diminue à droite, diminue à gauche un compte de passif et augmente à droite. Ça fonctionne en sens inverse. Encore une fois, fais une petite capture d'écran, retiens ça pour le futur, c'est très très important. Cela nous amène à la clôture des comptes. C'est le moment où on se dit, ben voilà, j'ai terminé mon année ou j'ai terminé ma période sur 1 mois ou 3 mois et je vais clôturer mes comptes en T pour voir où j'en suis actuellement.
En comptabilité, on travaille donc en partie double. Le total du débit est égal au total du crédit. Tout ce que tu écris à gauche doit avoir une contrepartie à droite. En fin d'exercice, on va solder les comptes. On fait donc une ligne ici en dessous, d'accord? Et on solde le compte. Certains l'écrivent à gauche, à droite, enfin bref, on fait comme on veut. Moi, j'ai toujours appris que ça s'écrivait à droite, en face. Simplement parce que, en général, c'est là où il y a le plus de place. Bref. Donc à gauche, j'ai 15 plus 3 plus 2500, ça fait 20 500 € de solde débiteur. Je rappelle, à gauche c'est le débit, à droite c'est le crédit. Donc ici, j'ai 20 500 € de solde débiteur parce que la somme ici fait 20 500 moins 0, il ne reste rien. Dans le compte de capital, c'est pareil, on a 40 000 ici à droite en crédit. D'accord, débit crédit. Donc on a un solde créditeur qu'on écrit en face. Si tu veux l'écrire en dessous, tu fais ce que tu veux du moment que tu suis à chaque fois la même chose. Donc moi je l'écris en face, solde créditeur de 40 000. 40 000 moins 0 égale 40 000. La règle, c'est de faire le plus grand moins le plus petit. Ici pour la banque, c'est un peu plus complexe. On a des chiffres des deux côtés. Donc j'ai 10 000 à gauche, j'ai 1000, 2250 à droite. Je fais le plus grand moins le plus petit. 10 000 moins 2250, il reste 7750 à gauche au débit, d'accord? Donc je vais avoir un solde débiteur de 7750. Juste ici, tu as le bilan final. Donc une fois que j'ai ouvert mes comptes, que j'ai effectué mes opérations et que j'ai soldé les comptes, je note ce qui reste dans mes soldes dans le bilan. Donc ici mon matériel de bureau 20 500, je le note ici dans les actifs immobilisés. Actifs circulants, ils sont notés ici. Établissement de crédit et le fournisseur. Tout est en ordre, je fais la somme, j'ai 53 000 de chaque côté, mon bilan est parfait. Ce qui nous amène ici sur un exercice récapitulatif qu'on va parcourir ensemble. N'hésite pas à faire pause si jamais tu veux le faire toi-même par écrit, ça peut valoir le coup. Moi, je vais juste passer rapidement dessus. Donc, exercice récapitulatif, on a au 1er janvier, on te demande d'ouvrir les comptes. Donc ça, c'est la question toujours de base, ouvrir les comptes. J'ai ici tout mon bilan qui est fourni. Donc ça, le prof ou la personne te le donne. Donc tu as ton bilan du mois précédent ou le mois en cours qui est accessible. Ce bilan, il faut le mettre dans les comptes. On ouvre les comptes. Donc j'ai le compte 221 construction avec 350 000. Je descends, je crée un compte. Donc je t'avais dit 2 colonnes, une actif, une passif. Je crée un compte 221 construction et je note 350 000 à gauche. Mobilier 10 000 à gauche, matériel roulant 55 000 à gauche. Tout ça est ici. Mobilier 10 000 € à gauche, matériel roulant 55 000 à gauche. Donc il suffit d'ouvrir les comptes comme on vient de le faire tout à l'heure. Une fois que c'est ouvert, tu vas transférer 2 000 € de la banque vers la caisse. Donc quels comptes vont bouger? Le compte banque, il est là. Ah non, c'est la banque B, pardon. Le compte banque B où il y a 3 000 €. J'enlève 2 000 et ils partent en caisse. La caisse est la 1000. Donc ce compte-là, il va passer de 3 000 à 1 000 €. J'enlève 2 000 qui vont passer ici. Lui, il va passer à 3 000 €. Donc je descends. J'ai mon compte banque ici B. Opération 0, il y avait 3 000. Opération 1, je diminue le compte de 2 000 et ces 2 000, je vais les augmenter dans la caisse espèce ici à gauche. J'ai donc deux opérations qui se compensent, 2 000 à droite en banque et 2 000 à gauche en caisse. Deux comptes d'actifs, la banque diminue à droite, la caisse augmente à gauche. Je te montre rapidement les autres. Donc on a remboursé une mensualité de l'emprunt, 5 000 € par prélèvement sur la banque A. Quels comptes vont bouger? Le compte banque A et le compte emprunt. Donc mon emprunt, c'est celui-là, établissement de crédit. Je dois 120 000 € et je vais payer ici 5 000 € de mensualité par la banque A. Donc mon emprunt, il est là, 120 000 €. Il augmente à droite, il diminue à gauche. Donc là, ma dette d'emprunt va diminuer de 5 000 € à gauche. Et mon compte bancaire, qui est un compte d'actifs, va diminuer à droite de 5 000 €. J'espère que c'est clair, franchement, je fais mon possible. Ensuite, nous avons payé un fournisseur par virement de la banque A pour une somme de 3 500. Quels comptes vont bouger? Le compte fournisseur, évidemment, et le compte banque A pour une somme de 3 500. Je paye le fournisseur. Donc ma dette au fournisseur, ici 14 000, ma dette, elle va diminuer de 3 500. Et moi, banque A, elle va diminuer à droite de 3 500. Je répète que la banque, c'est un compte d'actifs qui augmente à gauche et diminue à droite. Donc ici, j'écris à droite qu'elle diminue de 3 500. Pour le compte fournisseur, c'est un compte de passif
et donc il diminue à gauche et il augmente à droite, c'est l'inverse. Hein. Et donc je vais diminuer ma dette au fournisseur de 3500 à gauche, ici, tu vois, 3500. Je remonte, j'ai ici un versement en espèces au fournisseur d'une somme de 2500. Donc je paye au fournisseur 2500 € en cash. Quels comptes vont bouger? C'est toujours la même chose en fait. Le compte espèces, la caisse, et le compte fournisseur. Mon compte fournisseur, il diminue de 2500, je paye ma dette diminue à gauche parce que c'est un compte de passif, et ma caisse qui est un compte d'actifs, je l'ai mis à droite parce que je n'avais pas de place, mais normalement, mets tout ça à gauche, évidemment les comptes d'actifs. Hein. Et donc ma caisse, elle augmente à gauche, elle diminue à droite, je la diminue de 2500 à droite parce que cet argent part en fournisseur, ici à gauche, il augmente à gauche, ça fonctionne en sens inverse. Je suis assez content, je pense que c'est assez clair. Donc voilà, mon exercice est réalisé. Maintenant, prochaine étape, on va devoir remplir la balance de vérification par solde. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais pas du tout, tu vas voir. Tu dois noter dans la première colonne le numéro du plan comptable. Donc tu vas chercher tes numéros de compte, tu les mets ici, dans l'ordre évidemment. Tu notes l'intitulé des comptes, donc capital, établissement de crédit, construction, mobilier, matériel, etc. Ensuite, le total que tu as au débit et le total que tu as au crédit. Par exemple, ce compte-là, établissement de crédit ici, d'accord? 5 000 à gauche, 120 000 à droite. Donc en fait, je vais dans mes comptes. Établissement de crédit, il y a 5 000 à gauche, 120 000 à droite. Donc, je prends cette information, je vais dans mon tableau qui est vide normalement et je note 5 000 à gauche au débit, 120 000 à droite au crédit. Le plus grand moins le plus petit, donc 120 000 au crédit moins 5 000 au débit. Il reste 0 au débit et 115 000 au crédit, solde créditeur. Tu fais ça pour tous les comptes, tu remplis ta balance de vérification et tu vas arriver ici à deux totaux qui doivent être identiques. Donc là, le total débit doit être égal au total du crédit et les soldes doivent être égaux ensemble. Pour terminer, on fait un bilan final. Donc là, on se base tout simplement sur notre balance de vérification. On reprend les soldes ici, débiteur ou créditeur, et on renote ce montant dans le bilan au bon endroit. Le truc, en fait, tu l'as compris, c'est qu'on a des exercices en cascade. Je l'ai dit tout à l'heure, si tu te trompes dans tes comptes tentés, c'est tout ton exercice qui est fichu. Il faut donc que tu sois très soigneux au niveau des comptes tentés, que tu ne te trompes pas d'un montant à gauche ou à droite. Une fois que c'est réussi, tu peux remplir la balance de vérification et le document ainsi que le bilan final. Tout ça devrait aller comme sur des roulettes ensuite. Voici un petit récapitulatif donc de la méthode. On commence avec un bilan initial. Donc je te donne un bilan où il y a des informations. Donc ce sont les dernières informations en date dans l'entreprise. À partir de ce bilan, on procède à l'ouverture des comptes. On met au débit ou au crédit les données de base, les données initiales, et on note un petit 0 entre parenthèses pour numéroter nos opérations. Troisième étape, je vais réaliser les opérations dans les comptes en T. Donc petit à petit, s'il y a une vente, un fournisseur ou quoi, je fais mes opérations. C'est la partie la plus difficile. Je passe ensuite sur la balance de vérification par solde pour vérifier que tous mes totaux tombent corrects. Donc c'est vraiment la vérification, hein, ça porte bien son nom. J'arrive enfin sur le bilan final où je vais inscrire les montants que j'ai récupérés. L'actif doit être égal au passif encore une fois. Tout mon travail est formidable et enfin je peux procéder, si je le souhaite, à la réouverture des comptes et on fait ça tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans en fonction de la taille de l'entreprise comme on en a parlé au tout début de la formation. Tout cela nous amène sur cet écran où tu peux faire encore une fois un petit screenshot. Franchement, c'est du pain béni. C'est une méthode en 5 étapes pour ne plus jamais te tromper dans les comptes en T que je viens de te présenter. Étape numéro 1, je l'ai dit assez, quels comptes vont bouger? Est-ce que c'est fournisseurs et caisse? Est-ce que c'est clients et banque? Ça, tu dois identifier, c'est la première étape. Et quels sont les numéros de compte évidemment. Deuxième étape, quels sont les types de comptes? Est-ce que c'est des actifs ou des passifs? Tu prends ton petit plan comptable, tu sais que la classe 1 et la moitié de la classe 4, ce sont des passifs. Tout le reste part en actif. Donc tu définis, est-ce que c'est un actif ou un passif? Ce qui va te permettre de savoir s'il augmente à gauche ou à droite, c'est-à-dire la fameuse croix comptable. Un actif augmente à gauche, diminue à droite. Un passif augmente à droite et diminue à gauche. Enfin, quatrième étape, j'effectue mon opération puisque j'ai toutes les clés en main et je termine par une petite vérification. Je l'ai dit aussi, il y a des exercices en comptabilité qui sont en cascade. Ça veut dire qu'une étape en entraîne à chaque fois une autre. Et donc, si tu te trompes quelque part, c'est tout ton exercice qui est fichu.
Tu dois donc vérifier après chaque opération. Ça ne sert à rien de relire à la fin parce que si tu as une erreur, ce sera mission impossible pour la retrouver. Donc je te conseille de vérifier chaque étape une par une. Dès que tu as terminé un travail, tu le vérifies, tu vérifies que tout concorde et de cette manière, tu avances pas à pas et à la fin, tu as terminé, tu sais que normalement tout est juste. Cela nous amène à ce que je t'avais promis en début de vidéo, à savoir les 5 opérations de base à connaître en comptabilité. Toutes les interros, tous les examens sur les comptes en T, ils sont basés là-dessus. Il y a ces opérations, elles sont faites tout le temps. Dès que tu travailles, c'est celle-là que tu vas croiser le plus souvent. C'est pour ça que j'attire ton attention dessus. Alors, nous avons l'achat d'une machine à 20 000 €. Très bien. Donc, j'achète une machine. J'achète à qui? Un fournisseur, d'accord. Donc, j'aurai le compte machine et le compte fournisseur. Quand on fait un achat, la TVA, elle sera à récupérer par la suite. Donc ici, j'achète 20 000 € de machine. Ça s'écrit à gauche puisque la machine est un compte d'actif. Il augmente à gauche. Le fournisseur est un compte de passif. Il augmente à droite. Et il augmente de 24 200. On a 4 200 € de TVA à récupérer qui se mettent à gauche. Ça plus ça donne ça. Les opérations sont correctement pondérées. Pour trouver le montant de TVA, c'est très simple. Ici, on a 21% de TVA. Donc, je fais 20 000 € fois 1,21. Je trouve 24 200. Donc, il y a 4 200 € qui vont dans la TVA à récupérer et 20 000 € qui vont dans la valeur de ma machine. Puisque la TVA, c'est une taxe. Ça ne rentre pas en compte dans la valeur de ma machine. Je vais ensuite avoir en fournisseur les 24 200 puisque lui, je lui paye le prix complet. Deuxième exemple, le deuxième exercice qui tombe tout le temps, c'est le paiement du fournisseur. Donc, juste avant, j'avais une dette. Je lui dois de l'argent. Ici, on va le payer. Donc, je le paye par exemple par banque ou ça pourrait être par caisse. C'est des comptes d'actifs. Ils diminuent à droite. Donc, opération 2, mon compte diminue à droite de 24 200. Mon compte fournisseur, je lui devais 24 200. Il avait augmenté à droite. Et ici, il va diminuer à gauche puisque je rembourse ma dette. Ma dette diminue et elle diminue à gauche puisque fournisseur est un compte de passif. Troisième opération, c'est la vente de mobilier pour 1 200 € TVA-C. Peu importe qu'on parle de mobilier ou d'autre chose, l'opération, l'idée, c'est qu'on fait une vente. On vend à qui? À un client. Très bien, tu commences à comprendre. Donc, je vais vendre ici du mobilier à un client avec la TVA. Donc, j'aurai 3 comptes qui entrent en ligne de compte. Excellent. Donc, j'ai 240 mobilier. Le mobilier, il va diminuer puisque j'en ai vendu à 991,74. La TVA à payer puisque dès qu'on vend, la TVA, elle est à payer. Retiens ça par cœur. Je vends, TVA à payer. J'achète, TVA à récupérer. Donc, la mobilier ici, j'ai 991,74 à diminuer. La TVA ici à droite qui font le montant total et le client de son côté, sa créance augmente, donc il me doit plus d'argent, la dette du client augmente, donc j'ai une créance plus élevée de 1 200 € qui se note à gauche. On passe sur le paiement du client. Donc le client maintenant, il va me payer. Comment est-ce que ça s'enregistre? J'avais l'opération 1, 1 200 € du client, donc ça augmente à gauche. Et maintenant, cette créance, elle diminue à droite puisqu'il paye. Et il paye où? À la banque. Donc la banque, c'est un compte d'actifs également et ça augmente à gauche, 1 200 € que tu peux voir ici. Dernier exercice, il s'agit du financement. Ça arrive très régulièrement aussi. On a ici l'achat d'un immeuble qui est financé par emprunt. Donc on a besoin d'argent, on emprunte à la banque. On va donc utiliser de nouveau 2 comptes. Un compte construction qui va augmenter à gauche puisque j'ai plus de construction qu'avant. Donc il augmente à gauche, c'est un compte d'actifs. Mon établissement de crédit qui est un compte de passif va augmenter à droite de 250 000 € et les deux se compensent, c'est parfait. Voici comment financer à une construction ou n'importe quel bien par emprunt. Franchement, cette petite liste et ces exercices à connaître vont grandement t'aider dans ton travail sur les comptes en T. Tout cela nous amène au chapitre 7, déjà sur notre petite formation. J'espère que tu es toujours avec moi. On a 2 classes dans le compte de résultat, la 6 et la 7. La classe 6 correspond aux charges, la classe 7 correspond aux produits. Tu dois comprendre que le compte de résultat est un autre document que le bilan. Donc tout ce qu'on a fait avant concernait le bilan. C'est les classes 1, 2, 3, 4 et 5 du plan comptable que je t'ai présenté. Je vais te le remontrer juste après
si jamais tu n'as pas eu le temps de faire la petite capture. Et les classes 6 et 7 concernent le compte de résultat. Je répète, c'est un autre document. Le résultat permet de déterminer si on a un bénéfice ou une perte. Le résultat, c'est les produits moins les charges, ce qu'on a gagné moins ce qu'on a payé. Si j'ai un stand de crêpes et qu'une crêpe me coûte 3 €, je les vends à 8 €. Eh bien, j'ai un bénéfice de 5 € car j'ai une charge de 3 € et un produit de 7 €. 7 € moins 3 égale 5 €, tu as compris. Le compte de résultat se présente comme ceci. Tu peux voir ça autrement, mais je les montrerai juste ensuite. Donc, on a d'abord les produits et les charges d'exploitation, c'est-à-dire tous les produits et les charges qui concernent l'exploitation de l'activité normale de l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui fait de la peinture, d'accord, elle vend des peintures. Eh bien, vendre de la peinture, c'est un produit d'exploitation. Acheter des pots en métal pour mettre la peinture, c'est des charges d'exploitation. On est sur l'activité normale de l'entreprise, retiens bien ça. Donc, les produits d'exploitation moins les charges donnent le résultat d'exploitation. Donc, ce sont des résultats intermédiaires avant d'arriver au résultat final ici. On a les produits financiers moins les charges financières. Dans ce cas-ci, les produits financiers, ça peut être des revenus de nos placements ou d'autres sources financières. Et les charges, ça peut être des intérêts, par exemple, qu'on a sur des emprunts. Et on calcule donc un résultat courant avant impôt. Vient ensuite le résultat exceptionnel. Donc là, tu vas prendre les produits exceptionnels, c'est-à-dire toutes les sources de revenus de l'entreprise qui ne font pas partie de son activité normale. Par exemple, l'entreprise de peinture va revendre un bureau avec des chaises et toute une salle d'accueil par exemple parce qu'on va la changer. Donc on revend ça. Ça ne fait pas partie d'une activité commerciale. Nous, on vend de la peinture. Donc si on vend un bureau et des chaises, c'est un peu bizarre dans la comptabilité. Eh bien, ça rentrera dans les produits exceptionnels. Ce n'était pas prévu. Si on a, je ne sais pas, une prime qui est octroyée ou on a gagné un concours par exemple, ça c'est des produits exceptionnels. De l'autre côté, on peut avoir des charges exceptionnelles. Par exemple, s'il y a une catastrophe naturelle qui détruit une partie de l'entreprise qu'on doit réparer, ce n'était pas prévu, ça ne fait pas partie de l'activité normale ni des charges financières, ça ira dans les charges exceptionnelles. Une fois que tu as tes 3 résultats, donc produit moins charge, produit moins charge, produit moins charge, il te fait un résultat de l'exercice avant impôt. C'est seulement à ce moment-là qu'on calcule les impôts. Par exemple, si c'est 30%, tu fais x 0,30 et ça te donne le résultat final de l'exercice. C'est très important de faire ça dans l'ordre. Tu ne vas pas calculer les impôts sur un résultat où il y a plein de charges parce que les charges et les pertes ne sont pas imposables. Tu peux les déduire. Donc, c'est très important de suivre cette manipulation. Cela nous amène au fonctionnement des comptes de résultats. Tu vas être content, c'est presque comme les comptes de bilan. Un compte de charge qui est ici à gauche fonctionne comme un compte de actif. Un compte d'actif qui augmente à gauche et diminue à droite. Un compte de charge augmente à gauche, diminue à droite. Un compte de passif fonctionne comme un compte de produit. Il diminue à gauche et il augmente à droite. Donc tu retiens passif égale produit et donc actif égale charge. C'est facile, moyen mémotechnique. Mais faisons quelques exemples. En tout cas, on va en faire 2. L'entreprise achète des marchandises pour 1 000 € et le fournisseur lui fait crédit. D'accord? Donc, on ne le paye pas tout de suite. C'est l'histoire que je t'ai expliquée tout à l'heure. Ensuite, elle renvoie un lot de marchandises périmées d'une valeur de 200. Donc, j'ai commandé 1 000 € et il y a 200 € de marchandises périmées que je ne veux pas garder. Je vais donc renvoyer ces marchandises. J'ai fait un achat de marchandises. Ça, je vais te montrer ici dans le plan comptable. Vous avez à gauche la classe 6 avec toutes les charges et la classe 7 avec les produits. On a le même fonctionnement que tout à l'heure. On a par exemple ici le 7, chiffre d'affaires 700, vente de marchandises. Le 1, variation de stock, autres produits, produits financiers, produits exceptionnels, impôt sur les résultats. Tu retrouves en fait le schéma qu'on vient de faire avec résultats d'exploitation, résultats financiers, résultats exceptionnels. Tout est là, tu vois. En fait, c'est extrêmement simple quand on t'explique ça comme ça, je trouve. Tu as donc des comptes principaux, ici chiffre d'affaires, compte divisionnaire 700 et tu peux faire des sous-comptes. C'est le même principe que dans le bilan et les classes 1, 2, 3, 4, 5. À gauche, j'ai les charges. Dans les charges, je vais trouver ici 60 approvisionnement et marchandises et le compte 600 achat de matières premières. On va l'utiliser. Le 604, très utile aussi,
achat de marchandises. 61 services et biens divers avec les loyers, les entretiens, les fournitures, les communications, les assurances, enfin bref, le personnel, tout ça rentre aussi dedans. Amortissement, on en a parlé au début du cours. On a aussi les charges financières, les charges exceptionnelles. Donc franchement, tu vas t'y retrouver assez facilement là-dedans. Quelqu'un qui n'y connaît rien, mais toi, ça fait déjà ici toute une vidéo que tu suis, donc ça va. Mais quelqu'un qui n'y connaît rien, il trouve que c'est du charabia. En vérité, on s'y retrouve quand même facilement. De retour donc sur notre exercice, nous avons ici l'entreprise qui achète des marchandises pour 1000 €. Ces marchandises, on les place dans le 604 achat de marchandises. C'est une charge. Une charge fonctionne comme un actif. Elle augmente à gauche, elle diminue à droite. Donc ma charge a augmenté de 1000 € que j'ai dû payer, sauf qu'il y a 200 € de marchandises périmées, je te rappelle. Et donc ces marchandises, on va les renvoyer. Notre compte de charge va diminuer à droite de 200. J'ai après un compte fournisseur puisque j'achète à qui? Au fournisseur. Et donc à droite, on a 1000 €. J'ai augmenté à droite de 1000 €. Je diminue ma dette de 200 € à gauche. Tu vois que ce n'est pas beaucoup plus compliqué que des comptes d'actifs et de passifs comme tout à l'heure. Deuxième exemple, l'entreprise, elle vend des marchandises pour 5000 € au comptant. Ça signifie qu'on paye tout de suite. Et en espèces, en cash donc, on va utiliser le compte caisse. Ensuite, le client retourne des marchandises non conformes pour un montant de 1000 €. J'ai commandé 100 t-shirts bleus et je reçois 20 t-shirts rouges. Je ne suis pas content, je ne voulais pas des t-shirts rouges, j'avais un événement avec des t-shirts bleus, donc je renvoie les marchandises. Comment ça se passe? J'ouvre le compte 700 vente de marchandises, qui est un compte pas de passif mais de produit, qui fonctionne comme un passif. Donc il augmente à droite et il diminue à gauche. Donc j'ai vendu 5000, ça s'écrit à droite. J'ai payé en espèces, ça s'écrit à gauche puisque caisse est un compte d'actifs. Donc ça augmente à gauche. Donc mes ventes augmentent à droite, ma caisse augmente à gauche. On continue avec le compte de résultat et on va maintenant clôturer les comptes. Je t'ai fait un petit exemple juste ici. Vous travaillez dans l'entreprise Peintura en tant que manager commercial. Nous arrivons en fin d'exercice et votre directeur vous demande de calculer le résultat. Donc c'est ce qu'on doit faire pour le compte de résultat. Au cours de cet exercice, votre entreprise a réalisé les opérations suivantes. Donc encore une fois, on te donne les opérations, à toi de trouver les bons comptes. Mais on va le faire ensemble. Donc on est dans une entreprise de peinture, ça c'est très important, et on achète des colorants et de la ferraille. Colorants et ferraille, ça va dans quoi? On se rend dans notre petit plan comptable et on va chercher les achats de marchandises, puisque dans le cas de l'entreprise de peinture, les peintures et les ferrailles, etc., ce sont des marchandises ou à la limite des matières premières. Mais ici, je le mettrais plutôt dans marchandises. Tu vois qu'on est dans 60, approvisionnement et marchandises, le compte 604, achat de marchandises. Ça s'étudie vraiment petit à petit. C'est à force de faire des exercices. Ici, je t'en propose pas mal, donc tu auras une belle vue d'ensemble. Mais quand tu les fais tout seul, il faut vraiment retenir, ok, je paye un loyer, j'utilise ici le compte loyer, d'accord? Si on a un autre exercice avec un compte loyer à utiliser, ce sera toujours le même. Il n'y a pas d'attrape. On ne va pas inventer des nouveaux comptes, d'accord? Si maintenant tu payes des transports, 616 ici, transport, tu utilises le compte, tu fais l'écriture et la prochaine fois que tu rencontres l'exercice, eh bien, ça reviendra au même. Donc, dans mon exemple, j'ai mes achats de colorants et de ferraille pour 40 000 et je vais noter ça dans un compte de charge. Donc là, c'est comme les actifs, on fait une colonne à gauche pour les comptes de charge et pour les passifs, les produits, on fait une colonne à droite. Donc pour les charges, j'ai le 604 achats de marchandises qui augmente à gauche, d'accord, puisque ça fonctionne comme des comptes d'actifs, je l'ai dit, et tu notes 40 000 ici. Ensuite, on a le paiement d'un loyer pour 5 000 €. Paiement d'un loyer, on vient de le voir, 610 loyers et je l'écris à gauche puisque la charge est augmentée. C'est une charge qui augmente. Rémunération 15 000, il est juste ici. Donc versement des salaires aux employés, tu mets ça dans rémunération. Paiement des intérêts de la dette, là on est encore une fois sur une charge. Une moins-value sur un de nos actifs immobilisés, 1000 €. Donc par exemple, j'ai une voiture qui vaut 55 000 et il y a une griffe dessus, elle a une moins-value de 1000 €. Il faut l'enregistrer dans la comptabilité puisqu'il faut que la valeur de notre véhicule soit la même valeur dans la comptabilité que la valeur physique qu'on lui accorde. Donc ces 1000 €, on va les mettre en moins-value, ici en réduction de valeur 630. Donc là, tu vas chaque fois chercher dans le plan comptable la charge qui te semble adéquate. Pour les produits, c'est le même principe. On a vendu ici 90 000 € de marchandises. Donc tu vas sur le compte vente de marchandises. Ici, j'ai un compte de charge qui s'est perdu. Il devrait être à gauche. J'avais juste pas assez de place sur la feuille, mais il devrait être à gauche.
Prestation de service 707, donc là on a des services proposés aux clients, prestation de service. Nos placements financiers nous ont rapporté 1000 euros, donc là on est sur les produits financiers, on a 1000 euros à droite. On va aller faire un petit tour pour te montrer ça ici dans la colonne 7, la classe 7, les produits. Donc chiffre d'affaires, Avast qui m'ennuie. Chiffre d'affaires ici donc 700 vente de marchandises dans le chiffre d'affaires. J'ai ensuite les prestations de services qu'on vient de voir. Si je descends, j'ai les produits financiers, ils sont ici, d'accord? Produits financiers, les plus-values et tous ces produits. Donc ça, c'est dès qu'on gagne finalement de l'argent. Très bien, je ne vais pas m'éterniser. On va passer ici sur un tableau. Donc ça, c'est le genre d'exercice que tu dois être capable de faire également. Un tableau de résultats. On va noter à chaque fois donc tout ce qu'on a fait avant au bon endroit, dans la bonne case pour essayer de calculer le résultat de l'entreprise. On note d'abord le chiffre d'affaires, donc ça c'était le total des ventes. Les autres charges d'exploitation c'était 1000 euros. On a 91 000 qu'on vient noter ici. D'accord, ça ce sont les produits d'exploitation. Ensuite on a les charges d'exploitation qui sont ici. Donc il y a 3 catégories, les achats, les services et biens divers et les rémunérations. Ça, plus ça, plus ça, donne ça. Et le total des produits d'exploitation moins le total des charges d'exploitation, c'est ça ici, on obtient le résultat d'exploitation. J'espère que c'est clair, enfin je pense que ça ne peut pas être plus simple. Ensuite, on prend les produits financiers et les charges financières. Produits moins charges, on est à 1000 moins 2000, ça fait moins 1000. C'est normal, ça peut être négatif. Donc on a déjà 31 000 de résultats, moins 1000. Et enfin, le résultat exceptionnel, on avait 500 moins 1000, on est aussi à moins 500. 31 000 moins 1000 moins 500, d'accord? Et là, on va ajouter les impôts et les charges, on va les soustraire ici. Donc, je paye 6 000 euros d'impôts. Il me reste 23 500 euros de résultat dans mon exercice. Si je descends, on nous dit qu'ensuite, donc une fois que j'ai mon résultat d'exercice, il faut réaliser une affectation. Dans le cas d'un résultat d'exercice, tu peux soit avoir un bénéfice, donc c'est positif, ou alors une perte qui sera négative, sachant qu'il n'y a pas d'imposition sur une perte. Donc si mon résultat ici au-dessus était négatif avant impôt, en fait, tu n'as pas d'impôt sur la perte. Au 1er janvier de l'année suivante, il faut donc faire l'affectation du bénéfice parce que l'année suivante, au 1er janvier, je ne vais pas commencer à zéro, comme on avait fait dans les exercices de tout à l'heure. Ici, on va commencer avec un résultat positif de 23 500 euros. Une année, on pourrait commencer avec une perte. Donc, je ne commence pas à zéro, je commence à moins 5 000 par exemple. Donc, tout ça, il faut absolument le prendre en compte au début de l'année. Il faut qu'on reparle un petit peu des comptes divisionnaires et la division de la codification des comptes. On en a parlé tout à l'heure pendant le plan comptable, mais je ne sais pas si tout était clair. Je t'ai repris un petit exemple juste ici. Tu vois que par exemple, pour un compte achat de coton, donc dans une entreprise qui ferait du textile, on est sur une classe 6, donc les charges. Le compte principal, c'est 60, approvisionnement et marchandises. Le compte divisionnaire, c'est 604, achat de marchandises. Et ensuite, tu as le compte subdivisionnaire, 604, 01. Donc ça se lit comme ça. 604 01 achat de coton. Si on a plusieurs produits, par exemple 604 01 achat de coton, 604 02 achat de fil, 03 achat de soie, achat de ficelle, etc., etc. pour une entreprise ici qui serait dans le textile. J'ai pris encore un exemple avec des véhicules. On a par exemple ici une entreprise qui a une Audi A5 Sportback, une BMW et elle a fait l'acquisition d'une camionnette Mercedes. Eh bien, je vais mettre tous ces véhicules, tous ces matériels roulants dans la classe 2, actifs immobilisés, dans le compte principal mobilier et matériel roulant, dans le compte divisionnaire 241 matériel roulant, dans le compte subdivisionnaire 241 01 Audi A5 Sportback, 241 02 BM série 5, 241 03 camionnette Mercedes. Donc c'est comme ça qu'on fait la subdivision des comptes. Je peux te remontrer ça ici dans le plan comptable. Donc le 200 classe 2 241 matériel roulant, d'accord? Et après je crée des subdivisions, des comptes subdivisionnaires ensuite. Encore un exercice avant de passer à la suite, on va apprendre à tenir le compte caisse espèce parce que c'est l'un des comptes principaux en comptabilité. Tu vois ici qu'on a le 2 janvier un solde initial en caisse de 4 600 euros. Ce solde, je vais le noter dans le tableau ici à la première ligne, donc le 2 janvier, solde initial 4 673,46 euros. On le note au débit à gauche puisqu'un compte d'actifs augmente à gauche et diminue à droite. Notre solde est de 4 673. Le 8 janvier, j'ai un paiement de 1 921 euros. D'accord? Donc c'est moi qui paye. Donc ma caisse, elle va diminuer. Ça va s'écrire ici à droite.
donc paiement de Martou qui va payer ici à droite. Ma caisse, elle diminue et on passe de 4673 à 2752. Ensuite, le 10 du 1, tu as une facture numéro 11 adressée au client pour 100 €. Donc là, c'est le client qui me paye en cash. La caisse va donc augmenter. Paiement du client de 100 €. J'augmente le solde de 100 €. C'est pas très compliqué, tu vois. Il faut une fois que quelqu'un te le montre, évidemment, comme ici, mais c'est pas très compliqué. On va passer les autres. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le solde final, donc je calcule le total du débit, ça fait 5600 €. Je calcule le total du crédit, ça fait 2338. Débit moins crédit, ça fait le solde de mon compte caisse espèce. On arrive au 8e chapitre et on approche tout doucement de la fin de cette magnifique formation qu'on passe ensemble. J'espère franchement que ça te sera utile. Ici, on a le livre journal. En fait, on parle souvent de comptabilité en partie double. Ça signifie qu'on enregistre dans le grand livre, dans le bilan. Sauf que faire un bilan, tu as pu apercevoir dans les exercices que c'est assez long et fastidieux. Du coup, on a inventé le livre journal qui permet de quotidiennement enregistrer les informations et une fois de temps en temps, par exemple une fois par mois, on va mettre toutes ces informations compilées dans un bilan qu'on pourra montrer au patron ou à la direction. Alors, faisons la pratique, c'est encore ce qui est le mieux pour apprendre. La forme du livre journal, le 15 janvier, on achète un véhicule Audi, facture 211, pour 10 000 € et on paye en liquide. Tu commences à comprendre quels comptes vont bouger. Véhicule, matériel roulant 241. Liquide, c'est la caisse espèce 570. Donc le 15 du 1, c'est ici. Opération numéro 1, c'est la première de l'année. Débit 241, matériel roulant qui va être augmenté puisque on l'achète. Donc j'ai plus de matériel roulant qu'avant, j'augmente le compte ici au débit. 570 ici en crédit, la caisse, je diminue mon compte de 10 000 €, d'accord, puisque je vais payer avec la voiture, donc j'ai 10 000 à gauche, 10 000 à droite et je note la facture qui est en rapport. Donc au lieu de refaire tout un bilan pour cette opération et des comptes en T, etc., j'enregistre directement dans le livre journal, dans les opérations journalières qu'on fait quotidiennement et ensuite on récapitulera tout ça dans un bilan. Encore un exemple, on a ici le 19 du 1, un client, Brassard, qui paye 55 € à peu près pour une facture 223 réglée en espèces. Encore une fois, quel compte bouge? Le compte caisse espèce et le compte client. Donc on est le 19 du 1, l'opération numéro 2, c'est le compte caisse espèce qui va augmenter puisque je suis payé par le client. Et le compte client, les créances clients, ce compte-là il va diminuer, il va être crédité comme c'est un compte d'actifs. Et mon tableau est déjà rempli. Je note ici la petite référence de la facture et on est bon. Tu peux essayer de regarder le troisième tout seul si jamais ça t'intéresse. Tu peux faire pause et on va passer à la suite. Tu vas me dire, ok, tout ça c'est bien clair, mais qu'est-ce qui se passe en cas d'opération complexe? Si j'ai 2, 3 ou 4 comptes qui doivent être utilisés, eh bien c'est très simple. Il suffit de décomposer les opérations en plusieurs étapes. Je te montre. On achète un véhicule 15 000 €. On paye 5 000 € comptant, donc tout de suite, et le reste par virement un peu plus tard. Ça signifie qu'on ne le paye pas en entier tout de suite. Avec la croix comptable, on peut schématiser l'opération en disant que le véhicule il va être débité, donc le compte matériel roulant va être débité, il va augmenter à gauche, et le compte caisse, eh bien, il va diminuer, le compte banque, il va diminuer également. À quoi ça ressemble? Eh bien, on va simplement passer deux opérations. On va placer ici le 15 du 1, notre 241 matériel roulant qui augmente à gauche et il est compensé au crédit par deux comptes qui diminuent, à savoir la banque et la caisse. Alors dans le passé, on pouvait parfois fonctionner avec un seul livre journal pour enregistrer toutes nos opérations. Mais de nos jours, la comptabilité est devenue plus complexe et c'est un système qui est carrément abandonné. On utilise un système centralisateur. Ça veut dire qu'on a plusieurs journaux comptables que je vais te présenter maintenant et on rassemble toutes ces informations une fois de temps en temps dans le bilan. Généralement, c'est une fois par mois. Tout d'abord, tu as un journal des achats où tu vas mettre les achats. Ensuite, le journal des ventes, où on va mettre toutes les factures de vente et les documents de ce qu'on a vendu. Après, on a un journal avec les extraits de compte, donc c'est le journal de banque. Puis, tu as ici le journal de caisse, d'accord, avec toutes les opérations de caisse. On a fait l'exercice il y a 2 minutes. Et enfin, le journal des opérations diverses, quand on ne sait pas trop dans quoi ça se place, on va le mettre là-dedans. Par exemple, si on a sorti des produits des rayons pour faire un happening ou un événement avec les collaborateurs, pour les remercier, eh bien, on va plutôt placer ça dans le journal des opérations diverses. Avant de passer à la TVA, on a un dernier exercice récapitulatif que j'ai envie de te présenter. Vous êtes chargé ici de récapituler et d'enregistrer
Au livre journal et au grand livre des comptes, quelques opérations comptables de l'entreprise Arc-en-Ciel, dont l'objet social est la fabrication de châssis en aluminium. Ces écritures concernent le mois de janvier 2000X. C'est le genre d'exercice qu'on peut te demander de faire avec toute une cascade, comme j'ai expliqué tout à l'heure, différents éléments. Je vais te présenter ça rapidement. On va pas tout refaire ensemble parce que ce serait un petit peu long, surtout qu'en vidéo comme ça, c'est pas toujours très clair. Voici donc la situation de base. Le 1er janvier, Monsieur Le Rouge, etc. crée une société, ils font un acte constitutif. Tout ça, je te laisse une fois lire si jamais tu veux essayer de le faire tout seul. Et on a différentes opérations qui arrivent. Donc avec les opérations de base, l'opération 0, je peux créer mes comptes. On fait l'ouverture des comptes, c'est l'étape numéro 1. Je mets combien est-ce qu'on a dans chaque compte au début de l'exercice. Et ensuite, je viens faire toutes mes opérations, les 1, les 2, les 2.2, etc. 2.2, c'est simplement que l'opération était divisée en plusieurs éléments. Ensuite, troisième étape, je vais faire mes soldes débiteurs et mes soldes créditeurs comme on l'a appris tout à l'heure. Avec tout ça, je vais aller remplir, tu le sais, le livre journal. Donc, il faut simplement remettre tous les numéros de compte et toutes les opérations dans le livre. Avec ça, je peux remplir normalement ma balance de vérification par solde avec les comptes, ce qu'il y avait au débit et au crédit et enfin les soldes finaux. Et pour terminer, je peux remplir le bilan final et mon exercice ici, il tombe juste, donc probablement que c'est correct. On passe au dernier chapitre, à savoir l'étude de la TVA. La TVA qui est un impôt indirect. Dans la vie, on paye deux types d'impôts principalement. Les impôts directs, par exemple l'impôt sur le revenu que tu prends directement sur ton salaire, qu'on vient te taxer directement, ou alors les taxes d'habitation, tu habites quelque part et on te prend une taxe, un précompte immobilier. Ça, ce sont des impôts directs, ils ne sont pas cachés. Derrière, la TVA est considérée comme un impôt indirect. C'est comme les accises ou les douanes, les accises sur le tabac ou l'alcool, qu'on va payer sur une quantité d'alcool acheté à l'étranger par exemple. Eh bien ici, la taxe, elle est cachée dans le prix. Donc quand on voit au magasin, les prix, ils sont TVAC, TVA comprise. Cette TVA peut avoir un taux de 6%, de 12% ou de 21%. 21%, c'est le taux normal pour la plupart des biens et des services, des produits. Pour 6%, c'est généralement des biens de première nécessité, des choses dont on a besoin. Par exemple, de l'alimentaire, de l'eau, du lait, des cercueils, je vois ici, sauf tout ce qui est caviar, huîtres et produits de luxe qui, eux, sont taxés à 21%. Ils ne font plus partie des biens de première nécessité. Ça paraît logique. À 12%, il y a une liste de produits un peu spécifiques, les couches pour adultes, l'insuline, les logements sociaux, le charbon, les margarines, les abonnements de télévision payantes ainsi que les pneus d'engins agricoles. Donc ça vient de plein de législations et de réunions et cette liste peut évoluer, donc vérifie toujours sur internet les taux qui sont à 12%. Mais généralement, tu peux retenir biens de première nécessité 6% et la plupart des autres biens, on va être sur du 21%. Alors la TVA, est-ce que c'est bien? D'un côté, oui, puisque tout le monde paye la même chose. Finalement, il y a un système de neutralité. Ensuite, il y a une anesthésie fiscale. Ça veut dire qu'elle est indolore, on la sent pas vraiment, on se rend pas compte que sur un iPhone à 1000 € par exemple, on paye 210 € à peu près de TVA. Donc c'est vrai qu'on s'en rend pas toujours compte. Ici, j'ai les incitations. On peut encourager le commerce international si on diminue ou si on est plus attrayant avec les taxes. Il y a aussi une facilité du point de vue de l'État puisque la taxe, elle est récupérée par l'entreprise. Donc quand l'entreprise te vend un iPhone par exemple, elle récupère la TVA et ça va dans la TVA à payer. Ça veut dire que l'entreprise, elle va payer cette TVA à l'État. Si l'entreprise achète des produits, dans ce cas-là, on parle de TVA à récupérer puisque lorsqu'elle va les revendre, c'est l'entreprise suivante qui va devoir récolter le montant de la TVA. En gros, retiens que celui qui paye la TVA, c'est le consommateur final et l'entreprise qui lui a vendu le produit devra payer cette TVA, la transmettre à l'État. Donc il y a quand même une énorme facilité au niveau de l'État qui ne se foule pas énormément ici à part pour les contrôles. Les inconvénients, c'est quoi? C'est qu'il y a une autosélection. Plus le produit est cher, plus la TVA sera chère. Et il y a des personnes qui doivent parfois acheter des produits plus chers. Ensuite, il y a une certaine injustice puisque deux personnes ne sont jamais pareilles. On a des problèmes familiaux, financiers, etc. Et les personnes vont payer tous le même taux de TVA pour le même produit. Donc d'un côté, il y a de la neutralité et chacun est égal, on est tous égaux. Mais d'un autre côté, ça crée des injustices. Donc ça dépend de quel côté on se place. Bref, encore un écran à screenshotter. Ici, attention, on a la TVA sur vente qui va être donc due à l'administration de la TVA. Donc dès qu'on a une vente, la TVA va être à payer. Et dès qu'on a un achat, on a une créance sur l'administration de la TVA. Ça veut dire que c'est la TVA qui est à récupérer. Donc
l'État me doit de l'argent, je dois récupérer cette TVA. C'est clair? Sauf que ce qui serait débile, c'est d'envoyer 10 000 € à l'État et que l'État il me renvoie 4 000 € derrière. Donc on va faire un petit calcul ensemble que je vais te montrer ici pendant la déclaration de TVA. La déclaration de TVA peut généralement être mensuelle ou trimestrielle, ça dépend de la taille et du type d'activité. Et pour savoir la TVA qu'on doit payer, eh bien on prend la TVA sur vente moins la TVA sur achat et ça nous donne le montant que nous on doit payer. Si ce montant est négatif, c'est l'État qui doit nous rendre de l'argent. Voici un exemple, tu vois ici que nous, on est l'entreprise Marbet, d'accord, et on demande qu'est-ce qu'on doit à l'administration de la TVA. Donc Marbet, c'est nous, ici, d'accord, et on a vendu des marchandises avec un taux de TVA qui est ici. Ces marchandises qui sont vendues, TVA sur vente, on les enregistre ici. Donc là, tu retrouves les 158,01, ils sont là, 158,01 de TVA sur vente parce qu'on a vendu. Ensuite, il y a la TVA sur les achats. La TVA sur les achats, elle est ici. J'ai acheté à une autre entreprise et l'entreprise Marbet, c'est nous, doit payer ici 495 €, 599 € et 104 € de TVA qui est ici et qui est à récupérer. Donc ça, je la place ici. 158 moins 104, ça fait 53,89 € à verser à l'administration de la TVA. Si ici, on avait par exemple 200 €, 158 moins 200, il reste 42 € en négatif et donc là on l'aurait noté ici et c'est la TVA, l'administration qui me doit de l'argent. Je refais l'exercice pour être certain que tout est clair au niveau des calculs de TVA. Donc si je connais la base imposable et que je dois calculer le montant TVA-C, donc j'ai un prix hors TVA de 400 €. Ça c'est la base imposable. Il est HTVA hors TVA. C'est 400 € et je dois trouver la TVA. Eh bien je vais multiplier par 21%. D'accord? Donc tu fais fois 0,21 et tu vas trouver 84 €. Et ton prix TVA comprise, eh bien c'est 121% du prix initial. Donc tu fais 400 fois 121% ou fois 1,21 et tu vas trouver 484 €, le montant de la TVA étant 84 €. Cette partie-ci est assez facile. La deuxième est un tout petit peu plus technique. Donc si je connais le montant TVAC, donc là j'ai le montant avec la TVA intégrée. Tu vois ici prix de vente TVAC, donc TVA comprise 484 € et je dois retrouver le montant sans la TVA. Eh bien ça, ce montant 484 €, c'est 121% du prix initial. Donc si je divise par 121, j'obtiens 1%. Et si je multiplie par 21, j'obtiens 21%. Donc en divisant par 121 puis fois 21, j'obtiens le montant de la TVA qu'il suffit de déduire pour retrouver le montant initial. Tu vois la base imposable pour la retrouver. Tu déduis le montant de la TVA et tu y es. N'hésite pas à faire pause si tu veux analyser tout ça et être certain de ton coût. Ensuite, on arrive au bout, restons concentrés. Dans les régimes de TVA, il y a plusieurs possibilités. Tu peux avoir le régime normal avec une déclaration mensuelle, donc on déclare tous les mois. Si on a un chiffre d'affaires annuel hors taxe, hors TVA de plus de 2 500 000 €. Donc il faut déjà avoir une entreprise un petit peu costaud. Et on dépose une déclaration le 20 de chaque mois et on paye des acomptes de TVA. Ensuite, j'ai un régime dérogatoire. Si je gagne moins de 2 500 000 € en chiffre d'affaires hors TVA annuel, dans ce cas-là, j'ai une déclaration trimestrielle qui est possible tous les 4 mois. Donc je ferai 4 déclarations par an, le 20 janvier, le 20 avril, le 20 juillet et le 20 octobre. Le 20 des autres mois, on conseille de faire un acompte, donc de payer un tiers du montant de la TVA à l'avance. Voici ce que ça donne sur un tableau, ce sera un peu plus clair. Donc là, tu vois, on paye ici, donc ça c'est la déclaration. Je déclare ici en janvier, je déclare en avril, je déclare en juillet, je déclare en octobre. Et au niveau des acomptes, eh bien, je paye des acomptes les autres mois. D'accord? Tout ça peut se faire en automatique. Et enfin, il y a un régime forfaitaire simplifié. Ça, c'est plutôt pour les petits business, les vendeurs de détaillants en alimentation, les livres, les chaussures, la pharmacie, les coiffeurs, les entreprises en personne physique. On en parlait au début de vidéo. Donc, les entreprises en personne physique peuvent, si elles ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 750 000 €, avoir un forfait de TVA. Donc, on paye un forfait et on recalcule après si c'est bon. Dans ce cas-là, il faut avoir les 3/4 de ton chiffre d'affaires qui est fait avec des particuliers pour leur usage personnel. Donc, tu ne dois pas être dans un gros business. Par exemple, si on a un boucher ou un coiffeur, ça fonctionne très bien en système forfaitaire simplifié. Voici un document, un exemple de déclaration de TVA. Tu vois, ce n'est pas des documents qui font si peur que ça. On met ici le numéro de TVA. Donc, quand tu crées une entreprise, tu obtiens un numéro de TVA
que tu vas venir noter ici. On met la période, le trimestre, si on doit être restitué ou recevoir un paiement. On marque son nom, son adresse, on met ses différentes opérations. Est-ce que ce sont des opérations à 6%, à 12% ou à 21%, etc. Des TVA étrangères, évidemment. Tout ça, tu dois l'encoder. Bien d'investissement, les notes de crédit, enfin bref, c'est pas si compliqué que ça et on peut utiliser des codes évidemment pour s'y retrouver. Voilà ici par exemple, on a fait un total ici, j'ai plusieurs factures avec des crédits ici, tu vois des ventes de marchandises. J'obtiens 6 125 € à payer à la TVA, et bien ça je viens le mettre ici à 21% dans la case, d'accord, 0,00 € et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Bien entendu, tout ça peut se faire électroniquement de nos jours. J'ai ensuite un autre tableau avec la TVA qui est déductible avec différentes grilles. À la fin, on doit signer, mettre la date et déclarer le nom, numéro de téléphone, etc., etc. C'est le genre de document qui ne devrait pas te faire peur. Tu as à présent des bases solides en comptabilité. Tu sais un petit peu comment tout fonctionne en surface. Bien entendu, puisque je me suis permis quelques raccourcis comme on est en vidéo, j'ai dû passer certaines choses. Il faut évidemment te former et faire des recherches supplémentaires, mais normalement avec les exercices et les choses que je t'ai montrées, tu as déjà une bonne expérience. Je répète qu'à la base, j'anime une chaîne sur l'investissement en bourse, donc si ce n'est pas un thème qui t'intéresse à l'avenir, ce n'est pas forcément la peine de t'abonner. C'est tout pour moi, je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.